Et en fait, Bourdieu était à mon avis, un médiocre et un naïf. Et d'ailleurs, quand il s'est rendu compte de sa médiocrité et de sa naïveté, il a eu à peu près la même réaction qu'Althusser, c'est-à-dire que lui, il n'a pas voulu mettre le feu à Normal Sup, mais il s'est mis du côté des grévistes de la SNCF, ce qui était totalement contraire à toute sa vision sociologique. C'est-à-dire que là, il retombe finalement dans le populisme et l'action directe et le gauchisme de base, alors que toute sa théorisation sociologique lui interdisait cette démarche, ce qui veut dire que c'est vraiment une démarche compensatoire. C'est vraiment la preuve même de son inconséquence et de son incohérence. Parce qu'en fait, ça a été, pour moi, c'est le sociologue qui a liquidé la sociologie marxiste sans le savoir, à son insu, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est monté en grade, c'est-à-dire que c'est la droite, ce que j'appelle la droite la plus bête du monde, hein, c'est celle qui est de droite sans le savoir, et à la fin de sa vie, en plus, il y a une espèce de baroudonneur quand il a atteint tous les échelons et qu'il n'a plus de problème de hiérarchie parce qu'il arrive à la retraite et qu'il est il est au sommet de la hiérarchie, c'est de se faire un petit moment un petit plaisir rebelle, tu vois, un peu à la Schwarzenberg, tu sais, quand le type il est ministre et puis après il dit deux trois conneries, il se fait virer, quoi. Pour moi, vraiment, le critère de l'intelligence sociologique, c'est qui a compris et qui n'a pas compris que Bourdieu était une baudruche, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de pensée chez Bourdieu. Hein. Et je sais pas moi quand moi j'ai lu pas mal de choses sur lui, qu'il avait fait par rapport sur la télévision par exemple ou sur. C'est une naïveté. Je soupçonne même qu'il écrit ce livre pour draguer les journalistes télé parce qu'il était très beau avec clients, il s'était fait ridiculiser. Je crois que même Nagui l'a ridiculisé une fois à la télé, tu vois. C'est-à-dire qu'on a vu que Nagui était plus malin que lui, tu vois. Et je pense que son livre de la télévision, oui, et d'une bêtise et d'une naïveté inouïe, c'est très très faible. Et d'ailleurs je l'ai entièrement annoté. Et bon, après c'est un autre sujet, c'est une autre émission, mais alors vraiment s'il y a quelqu'un qui a... à la limite, Jean Baudrillard, qu'on peut critiquer pour son esthétisme, son nietzschéisme, ce qu'on veut, est beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent que Bourdieu. Il y a, dans les sociologues un peu, on va dire, plus faussement sérieux, entre guillemets, je pense que Baudrillard est bien plus valable que Bourdieu. Enfin, dans quel sens c'est d'une naïveté? Parce que c'est des raisonnements simplifiés ou c'est parce que... La critique de la télévision, elle se fait de manière politique. Il se passe rien à la télé parce que la télé obéit au pouvoir et à la hiérarchie à la fois du capital et à la hiérarchie de l'appareil d'État qui finalement travaille la main dans la main. Et quand on a dit ça, il n'y a pas besoin de recourir à McLuhan. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé à la télévision, j'ai été dans ce métier-là. Je veux dire, Bourdieu c'est l'universitaire naïf qui d'un seul coup se met à penser sur un domaine qu'il ne connaît pas du tout et qui ses conclusions sont tellement bêtes que je me demande même si c'est pas de la séduction. C'est-à-dire, je pense qu'il a essayé de flatter les journalistes, quoi, de les journalistes télé. Son bouquin est très très faible. Enfin, ce bouquin a beaucoup marché parce qu'il a valorisé les médias d'une certaine manière. Et son image s'est retournée à partir de ce bouquin-là, parce qu'avant il était méprisé par les médias, comme donneur de leçons, type psychorigide, mauvais client, c'est-à-dire qu'il avait la réputation d'être un mauvais client. Et il avait un vrai problème, Bourdieu, qui est un mondain, à mon avis, un tout petit bourgeois arriviste, comme souvent universitaire, c'est-à-dire qu'il avait un désir de réussite sociale qui crève les yeux. Hein. Je pense que sa vraie souffrance, c'était d'être un mauvais client des médias, c'est-à-dire qu'il n'était pas bien perçu par les médias et pas souvent invité. Et je crois qu'il a eu un désir à un moment donné de séduire les médias et que son petit bouquin sur les médias, le vrai sens, qui est peut-être un sens psychanalytique et inconscient, c'est d'un seul coup de se réconcilier avec les médias en les flattant et leur donnant beaucoup plus d'importance qu'ils n'ont. Parce qu'en fait, il flatte des gens dans ce bouquin qui sont des petits exécutants, des petits salariés et qui n'ont absolument pas le pouvoir qu'il leur donne, ni l'intelligence qu'il leur donne. J'ai aucun doute là-dessus, ça fait 25 ans que je travaille dans les médias. C'est pas Bourdieu, enfin, les analyses néo-macluhaniennes de Bourdieu me font doucement ricaner, quoi. Hein. C'est du niveau d'Althusser, hein, pour moi. Hein. C'est comme Althusser et le marxisme, quoi. Ok. Et je vais revenir sur une petite question qui était par rapport à la misère du désir. Enfin, une petite... pour que tu me reparles un petit peu de ce thème que j'ai paru très très intéressant, notamment Ni Pute ni Soumise et la diabolisation des jeunes des cités, l'assimilation qu'on fait entre islamistes et violeurs, et alors que je t'avais entendu dire que justement un taliban ne viole pas, hein, que c'est... Oui, voilà, exactement. Et donc... C'est le rappeur. Hein. C'est-à-dire que c'est le violeur chez les immigrés, il se trouve qu'ils sont maghrébins, c'est celui qui s'identifie à l'idéologie des Noirs américains du ghetto, c'est qui est une idéologie d'ailleurs entièrement libérale. Mais c'est l'idéologie libérale des classes dangereuses. Hein. C'est tout pour la maille, vous voyez, et c'est la sauvagerie libérale intégrale. Le retour à l'islam, qui est le retour à une idéologie de la tradition, avec des valeurs qui sont les mêmes valeurs que tous les monothéismes, hein, c'est-à-dire le décalogue, il faut choisir. Un maghrébin qui retourne à l'islam n'est plus un voleur et un violeur. Ça peut être, à la limite, si on veut être dans le fantasme, un futur poseur de bombes, et encore ça se discute, mais surtout pas un violeur. Donc quand on parle d'islamo-violeur, à un moment donné, on met en place une image de l'islamo-violeur,
sociologiquement pas crédible. On essaie d'additionner deux peurs. Et quand c'est fait par le, comment dirais-je, par le personnel politique du Parti socialiste qui est en charge les banlieues, on se dit tiens c'est bizarre que ces gens-là qui avant avaient mis en place touche pas à mon pote pour défendre les Maghrébins des banlieues et même les défendre dans tout ce qu'ils avaient d'indéfendable, hein, c'est-à-dire de dire que finalement la délinquance c'était jamais que de la de l'auto-redistribution, une espèce d'analyse très très malsaine, très immorale, très gauchiste, comme toujours la stupidité gauchiste qui te dit que le voleur finalement est un révolutionnaire. Tu parles, et quand tu mets un doigt dans le 10 minutes de sociologie du banditisme et tu vas voir si ces gens-là sont des révolutionnaires et s'ils sont de gauche, tu vois. Hein, c'est vraiment d'une naïveté qui mériterait à des moments plus que des sourires amers, quoi. Et quand on voit que c'est les mêmes qui ont mis en place l'idéologie touche pas à mon pote, qui aujourd'hui te disent ces gens-là finalement sont des islamo-violeurs et il faut les ratonner, parce que c'est les mêmes, c'est-à-dire le Parti socialiste, hein, la bande à Julien Drey, c'est très étonnant ce revirement à 180 degrés sur une même population qui sur le terrain n'a pas changé pratiquement. Hein, parce qu'il ne faut pas rêver, c'est toujours les mêmes mecs en survêtement qui sont en bas des immeubles en train de dépenser vaguement leur RMI. Pourquoi tout ça s'est-il passé? Et moi, c'est parce que j'ai osé une analyse sérieuse de cette question que j'ai eu tous mes ennuis. Hein, je veux dire, de là me viennent tous mes ennuis. Tu penses à Malek Bouti aussi, qui est maintenant cadre au PS et qui était le président de Touche pas mon pote, par exemple. Oui, il a bien fait c'est marrant, c'est que les gens de ces communautés défavorisées ne sont cooptés par le système, entre guillemets, que s'ils font violemment l'autocritique de leur communauté. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne demande pas à la bourgeoisie de faire son autocritique, ou aux sionistes de faire leur autocritique pour monter dans la hiérarchie. Là, c'est l'inverse. Ce qui est bizarre, c'est qu'on ne peut monter quand on est maghrébin en France qu'en faisant ce qu'on appelle le collabeur, vous voyez, c'est-à-dire en crachant sur sa communauté d'origine. C'est étrange, quoi, hein, parce que la saine intégration, c'est pas ça, hein, je veux dire. Et surtout, on ne le demande pas à tout le monde, hein, on ne leur demande qu'à eux. C'est-à-dire que tu seras petit beurre de service, tu monteras dans les médias si tu craches bien sur tes frères. Alors évidemment, c'est-à-dire que tu feras le gentil beurre, et puis les autres, évidemment, Al-Qaïda, Tariq Ramadan, l'islamisme, enfin tout ça, c'est une mécanique bien huilée et bien suspecte, quoi. Moi, c'est par rapport à ça, j'ai toujours eu la sensation que par rapport aux jeunes issus de l'immigration maghrébine, on mettait souvent en valeur les jeunes issus de l'immigration maghrébine qui s'investissaient dans le hip-hop ou cette activité culturelle, et qu'à partir du moment où ils écrivaient un livre qui n'était pas sur les banlieues ou qui touchait à la poésie ou ce type de choses, jamais ils étaient mis en valeur. Et l'espèce d'emprisonnement qu'ils sont dans cette culture hip-hop et cette culture, enfin, comme tu l'as dit un jour, hein, je crois que tu avais dit un truc comme un résidu de la culture noire américaine ou quelque chose comme ça, ou de la... C'est qu'effectivement, quand un maghrébin est agrégé de physique, il n'intéresse personne. Enfin, quand je dis personne, c'est les médias, hein, le système, ce dont Pierre Bourdieu a si mal parlé. Mais si d'un seul coup il écrit des mauvais textes en rime plate qui s'appellent du rap, le rap français n'étant jamais au rap américain ce que l'yéyé était au rock'n'roll, c'est-à-dire de l'imitation bien soumise d'une culture impériale par des dominés, c'est-à-dire vraiment il n'y a pas de quoi s'extasier, hein, avec des rimes plates, des textes ultra agressifs qui appellent jamais au meurtre des Français et de la police en gros, hein, il suffit de lire les textes. Là d'un seul coup c'est les têtes de gondole à la Fnac, hein, et d'un seul coup ça intéresse tout le monde et on te dit que c'est les chances pour la France, hein, d'un seul coup c'est-à-dire des gens qui prônent la non-intégration absolue, la haine de tout ce qui est la socialité, et surtout tout ça pour faire du pognon en vendant des disques. C'est-à-dire que derrière, il n'y a même pas de courage, il n'y a même pas de vraie subversion, c'est pas action directe. C'est que de l'esthétique, c'est que de la pose délinquante. Hein. L'exemple parfait étant Joe Star. Joe Star, chaque fois qu'il a mis une paire de claques à une hôtesse de l'air ou à un chien ou à un singe, il a été invité dans les médias. Il était dans les médias pour dévaloriser absolument l'image de l'immigré maghrébin aux yeux des Français de souche. C'est-à-dire qu'il est normal aujourd'hui que les Français de souche, parce que ça existe, hein, les Français de souche, je suis désolé, hein, pourquoi on serait les seuls à pas y avoir droit, même si c'est des souches récentes, hein, c'était vraiment pour... il est normal que le Français de base ait peur de l'immigré avec tout ce que les médias ont mis en scène, hein, cachant que les immigrés étaient aussi ceux qui occupaient plus de 90% des postes d'OS1 et d'OS2 sur les chaînes de montage, que c'était eux aussi qui étaient dans toutes les entreprises de nettoyage. Enfin, il y a vraiment une volonté de mettre en avant que le délinquant, et ils l'ont parfaitement compris, les types de banlieue. C'est-à-dire que pour pouvoir rentrer dans les médias et sortir de la cité, eh ben, ils ont joué aux délinquants. C'est-à-dire que pour faire venir les caméras, il faut mettre les feux aux bagnoles, on taguait sur les murs des messages de haine, et là on avait une petite chance d'être invité chez Delarue, et ça c'est
Pourquoi les médias ont-ils joué ce jeu-là? Pourquoi les politiques ont-ils joué ce jeu-là? Qu'est-ce qu'ils avaient comme idée derrière la tête? Soit ils sont très très bêtes, soit ils font le contraire de ce pourquoi ils ont été élus. Hein. C'est-à-dire parce qu'ils sont quand même là pour essayer de maintenir comment dirais-je, la concorde nationale, la paix civile, la paix des communautés. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait et c'est pas du tout ce qu'ils font en ce moment. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour créer un phénomène d'ethnisation des problèmes sociaux, c'est-à-dire que via ce phénomène, les jeunes des cités restent dans leur cité et ne vont ni chercher du travail ou étudier, mais ont le culte de l'argent facile. Et quand ils sont pauvres et qu'ils restent dans ces ghettos, on dit, mais regardez, c'est leur faute parce que non seulement ils aiment qu'une musique de sauvage, mais en plus ils n'ont pas de travail, ça serait lié plus à leur identité ethnique qu'à le fait qu'ils soient immigrés. Je sais pas. Je laisse la responsabilité de tes conclusions, mais c'est vrai que c'est pas délirant de penser que ça a été fait pour ça. Et si ça a été fait pour ça, c'est très machiavélique, très dégueulasse. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens aujourd'hui qui appellent à la ratonnade, parce qu'il faut appeler ça comme ça, hein, faut pas se voiler la face, hein, en essayant de créer une image de l'arabo-musulman et du maghrébin, si tu veux, qui associe systématiquement ça au viol, aux poseurs de bombes, tu vois, c'est vraiment poussé à la ratonnade. Hein. Les gens qui sont en train de faire ça sont ceux-là même qui ont mis en place toute cette imagerie négative, quoi. Donc effectivement, moi c'est ce que j'ai à peu près, je l'ai pas écrit comme ça, mais enfin en tout cas j'ai fait l'analyse. On pourrait tirer ces conclusions-là légitimement. J'ai fait ce travail, ça m'a coûté beaucoup d'ennuis, de marginalisation et d'agression. Bon, j'estime avoir fait mon boulot de sociologue. Bon, Bourdieu est mort, donc je peux pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait. Hein. Mais ce qui est étrange, c'est que les sociologues de gauche et gauchistes dont c'était le boulot et qui ont fait comment dirais-je, ont eu pour vocation de défendre coûte que coûte l'immigré qui était comme ils auraient soi-disant défendu la veuve et l'orphelin ou le prolétaire avant. Aujourd'hui où ça devient vraiment nécessaire, parce que ces populations commencent à être en danger, sans d'ailleurs que ça enlève les critiques qu'on peut adresser à ces gens-là. Aujourd'hui, ils n'ont plus les yeux que tournés vers l'Iran atomique, l'Irak à pacifier. Enfin, il suffit de voir où sont aujourd'hui positionnés toute cette intelligentsia de mai 68 de gauche, qui étaient les défenseurs de l'immigré, hein, historiquement. Eux, ils ont bien tourné Kazakh, au moment où leur travail pourrait devenir utile. Quoi. Là, pareil, on pourrait en tirer des conclusions. Ouais, je rebondirai peut-être là-dessus parce que c'était une de mes questions. Je vais finir par Misère du désir et comme je t'avais dit, hein, j'ai 25 ans, l'idée que les vieux des clubs éliminent les jeunes à l'entrée parce qu'il y a une certaine compétition, enfin c'est quelque chose qui m'a paru formidable parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je vis depuis environ 7 ans, quoi. Oui, et la sociologie de la boîte de nuit, là, on change de sujet. Exactement, mais c'est dans Misère du désir aussi, quoi. Oui, et donc, ouais, exactement. Ce que j'ai toujours trouvé très misérable entre guillemets, c'est que les sociologues officiels mettent un point d'honneur dans leur infinie naïveté, dans leur infinie soumission, à ne jamais faire de sociologie sur les problèmes sociologiques contemporains sérieux. Or, qu'y a-t-il de plus sérieux que le problème d'entrer en boîte de nuit ou pas le vendredi soir pour un jeune sous-prolétaire ou un jeune pauvre? Ça, c'est un problème sociologique à étudier. Or, moi, j'ai fait la sociologie de la boîte de nuit, la sociologie de la drague de rue, et je me suis fait cracher la gueule par la sociologie officielle en disant on n'étudie pas ces sujets-là, c'est vulgaire. C'est des espèces de jugements de valeur. Alors effectivement, dans Misère du désir, je ne vais pas le refaire là, mais pour ceux qui veulent, il y a un travail sérieux qui est fait, qui est une étude sociologique rigoureuse du fonctionnement de la boîte de nuit, où effectivement, on montre que c'est basé sur l'argent, que les femmes sont un gibier malgré elles, que finalement, l'enjeu, c'est qui peut approcher les femmes et par quels moyens en leur offrant à boire. La boisson coûte cher, c'est une manière de disqualifier les jeunes qui ont une supériorité de séduction sur le plan physique, mais sont, comment dirais-je, inférieurs en pouvoir d'achat. Donc c'est ce non-dit sociologique du fonctionnement de la boîte de nuit qui est le même. La boîte de nuit a été mis en place, c'est un concept qui a été mis en place dans les années 60 et qui n'a pas bougé. C'est-à-dire que là, il y a une stagnation totale de la relation. Parce que où est-ce qu'on rencontre aujourd'hui une fille le vendredi soir en discothèque, entre guillemets? C'est là où c'est le lieu où c'est fait pour ça. Il n'y a plus de balles de village, il y a très peu de pratiques associatives. Or, effectivement, faire une sociologie sérieuse de la boîte de nuit, c'est important. Et moi, parce que j'ai fait ce travail, je reçois tous les jours des mails de jeunes types de 20 ans, 25 ans, des banlieues, parce que c'est souvent des gens des classes pauvres qui me disent « Grâce à vous, j'ai compris des trucs, merci, ça m'a aidé ». Vous voyez, Sociologie du dragueur, qui est quand même un livre maintenant de référence, qui a été réédité 5 ou 6 fois et qui est maintenant en poche. C'est incroyable le nombre d'emails que j'ai reçus de mecs qui m'ont dit « Vous m'avez pratiquement sauvé la vie, quoi. J'ai compris comment marchaient les femmes, j'ai compris comment moi je pouvais approcher les femmes ». Et cette sociologie marxiste des rapports de séduction que j'ai faite,
m'a valu le mépris de la classe sociologique française. Parce que par contre, j'ai reçu souvent des courriers très admiratifs de sociologues anglais ou américains ou brésiliens, mais je ne suis même pas considéré comme un sociologue par la sociologie d'État en France, hein, parce que j'ai osé faire de la sociologie sur des sujets entre guillemets scandaleux. Comme quoi on est toujours dans la même naïveté du scandale, comme à l'époque de Flaubert ou de Baudelaire, quoi. Hein. Mais ça, c'est simplement les sujets se sont déplacés, mais c'est toujours pareil. Il y a toujours des interdits. Hein.